Zone Europe. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation. Très bonnes fêtes à toutes et à tous, voici le sommaire. L'eurodéputé Marc Botenga sera l'invité de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer l'arrivée du vaccin en Europe contre le Covid-19. L'Europe et son fonctionnement, nous vous parlerons de la zone euro. L'Europe dans notre quotidien, on vous dira tout sur la fin des frais d'itinérance. Les expressions populaires, pour dire jamais, les Français disent « quand les poules auront des dents ». Que dit-on ailleurs en Europe? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans votre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Renforcer la citoyenneté européenne et l'insertion professionnelle, voilà les deux missions principales de la Maison de l'Europe des Yvelines depuis 2001. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Christine Colville. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors Christine, vous êtes coordinatrice administrative à la Maison de l'Europe des Yvelines. Quelles sont les missions et les projets locaux de la Maison de l'Europe ? La Maison de l'Europe des Yvelines a pour mission de défendre les projets européens, donc de faire mieux connaître l'Europe et ses dispositifs pour répondre aux défis nationaux mais également européens. Dans ce cadre, on peut parler de la cohésion sociale, du vivre ensemble, mais également de l'employabilité, la reconnaissance des acquis de l'apprentissage pour renforcer cette employabilité, le développement de l'utilisation des langues étrangères et d'autres sujets qui sont un petit peu notre quotidien. Et pour atteindre ces objectifs, la Maison de l'Europe des Yvelines va proposer des projets européens, organiser des conférences pour un plus large public et aussi construire des modules pédagogiques. Alors en juin 2019, vous lancez le projet Jeux de compétences où vous proposez 3 parcours de formation en Europe, des stages d'observation, des cours ou encore des modules d'enseignement. Expliquez-nous un petit peu le principe et les objectifs du projet. Alors ce projet est né d'une initiative de la Maison de l'Europe des Yvelines, mais il est porté par un consortium et ce consortium est composé de 6 missions locales d'Île-de-France ainsi que 2 associations saint-germanoises. Les missions locales ont pour objectif d'accompagner les jeunes dans leur orientation et de les aider à être confrontés à des problématiques au quotidien et trouver des solutions. Les 2 associations que sont la Maison de l'Europe des Yvelines et MAP Réussite s'adressent à un public plus large et visent à renforcer les compétences personnelles des personnes qui viennent les voir pour assurer une meilleure confiance en soi et une meilleure employabilité et insertion sociale également. Et quelles sont les problématiques visées à travers ce projet ? Alors le projet vise à doter les candidats de savoir-faire comportementaux, c'est-à-dire que le parcours qui leur est proposé va leur permettre de revisiter leur savoir-être, leur savoir-faire, au regard des expériences qu'ils vont faire à l'étranger, mais le candidat qui s'inscrit dans le projet Jeux de compétences commence le parcours avec un premier contact à la Maison de l'Europe des Yvelines par une journée de formation, puis une insertion dans le pays d'accueil, en Allemagne pour les stages d'observation, dans d'autres pays pour les cours structurés et le module d'enseignement qui est dispensé également par notre partenaire MAP Réussite à Berlin, au Centre français de Berlin. Et tous ces 3 parcours sont ensuite suivis par un débriefing dans nos bureaux afin d'évaluer la montée en compétences et de permettre d'évaluer également l'obtention ou pas d'Open Badge dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Alors les professionnels qui participent à ce projet acquièrent donc des compétences concernant l'accompagnement des jeunes dans l'insertion professionnelle. C'est l'objectif principal du projet Jeux de compétences ? Le projet Jeux de compétences, il s'inscrit dans un domaine plus large qui s'appelle l'éducation des adultes, porté par la Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus+. Ce programme vise à permettre à chaque personne de se former tout au long de la vie et d'agir et d'impacter ses comportements tant personnels que professionnels, de manière à être plus cohérent avec son travail, avec son quotidien. Et pourquoi appeler ce projet Jeux de compétences ? Enfin, pourquoi le terme « jeu » ?
Voilà. Il y a une méthodologie de mise en place avec la création d'une plateforme numérique qui est attachée au projet Jeux de compétences. Cette plateforme, elle vise à recueillir les articles qui seront rédigés par les candidats depuis l'inscription au projet, donc avant le départ, puis pendant la mobilité, et ensuite il y aura une auto-évaluation. Donc avant le départ, on va demander aux prochains candidats de nous révéler un petit peu ce qu'ils pensent, comment ils vont s'organiser, planifier cette mobilité, comment ils vont s'autogérer et comment ils vont communiquer sur cette formation qui leur est proposée. Pendant la mobilité à destination dans les pays européens, le candidat va avoir 4 possibilités d'entrée dans des compétences. Il y a la compétence participation, il y a la compétence communication, échange, celle également de sensibilisation culturelle qui est importante, la gestion des opportunités. Et donc ces compétences sont composées de 4 catégories. Et lorsque le candidat écrit un article illustrant l'une de ces catégories, il est potentiellement possible qu'il obtienne des points qui vont lui permettre d'obtenir à la fin du projet des open badges. Donc c'est dans ce sens que le projet s'appelle Jeux de compétences. Alors comment ce projet a-t-il pu voir le jour? Vous nous aviez parlé tout à l'heure des consortiums. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont fait que ce projet a pu être mis en place? Alors effectivement, le projet n'aurait jamais pu être organisé si nous n'avions pas à nos côtés les partenaires du consortium, les membres du consortium, mais également le soutien financier, ça c'est indéniable, de la Commission européenne par le biais de l'agence Erasmus+, et qui nous permet d'obtenir des bourses, donc des financements pour financer l'hébergement, le transport, etc. des candidats, mais également par le complément apporté par l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui soutient les échanges de pratiques professionnelles et la formation des éducateurs en plus largement. Donc si ces 2 composantes, financement et organisation du consortium, n'étaient pas là, le projet n'existerait pas. Alors, heureusement qu'ils sont là. Le projet est mené jusqu'au mois de mai 2021. Combien de personnes ont pu bénéficier de ces stages ou formations à l'étranger? Notre projet propose 16 bourses de mobilité, donc nous accompagnons 16 candidats dans ces parcours de formation. Mais au-delà, nous arrivons en fin de projet, comme vous venez de le dire, au mois de mai 2021, espérant que la crise sanitaire qu'on traverse actuellement nous permette d'aller jusqu'au bout et de pouvoir reporter les mobilités qui auront dû être reportées. Cependant, pour le très prochain avenir, nous construisons notre demande d'accréditation auprès de l'agence Erasmus+, afin d'élargir l'éventail et surtout les effectifs de candidats possible sur ce type de projet en recherchant activement d'autres membres de consortium pour élargir Donc le projet va être renouvelé. Nous espérons pouvoir renouveler la demande de financement dès l'instant où nous avons cette accréditation. Alors vous l'aviez expliqué tout à l'heure, le projet est cofinancé par le programme Erasmus+ de l'Union européenne. Est-ce que la volonté d'échange et de partage entre les différents pays de l'Europe se fait de plus en plus forte ? Effectivement, je pense que la Commission européenne a démontré très récemment qu'elle souhaite augmenter les financements pour permettre davantage d'échanges entre les porteurs de projets et donc entre les pays. Ça va dans le sens général de ce que la Commission européenne propose pour la prochaine programmation 2021-2027 et le secteur de l'éducation des adultes est impacté par cette augmentation potentielle. Alors à titre personnel, est-ce que vous êtes fier justement que ce projet soit mis en place, qu'il fonctionne et qu'il soit peut-être justement renouvelé ? Vous savez, porter un projet, c'est une affaire également humaine, hein, puisque nous travaillons avec d'autres personnes, des candidats que nous cherchons à mieux connaître et à faire monter en compétences au travers de ce projet. Donc effectivement, on en tire pour notre association une grande fierté et surtout, ça renforce notre envie de continuer.
Donc ça nous donne bon espoir pour l'avenir. Que du positif. Voilà. Les 15 et 16 octobre prochains, vous participerez au Erasmus Days 2020. Quel est le programme de ces 2 jours ? Voilà. Alors il y a 2 jours, mais la Commission européenne en propose 3, les 15, 16 et 17. Pour sa part, la Maison de l'Europe des Yvelines va proposer des activités autour de la mobilité le 15 octobre dans un centre socio-culturel de la ville de Saint-Germain-en-Laye. Et également, elle va monter un programme en Facebook Live de manière à atteindre davantage de public. Et donc ça sera les 15, 16 et 17, du coup, octobre prochain, les Erasmus Days 2020. Pour célébrer la mobilité et la citoyenneté européenne. C'est le but des Erasmus Days. Eh bien, on espère qu'il y aura du monde. Merci beaucoup, Christine Colville, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes coordinatrice administrative à la Maison de l'Europe des Yvelines. On peut retrouver plus d'informations sur le site maisoneurope78.eu. L'Europe et son fonctionnement, on s'intéresse à la zone euro avec la Maison de l'Europe et le centre d'information Europe Direct. Zone Europe, c'est quoi ? Olivier Janox, vous êtes responsable du centre d'information Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. C'est quoi la zone euro ? La zone euro, c'est tout simplement la réunion de l'ensemble des États membres au niveau de l'Union européenne qui ont choisi l'euro comme monnaie commune. Donc actuellement, nous avons 19 États qui ont l'euro. Donc cette réunion des 19 États, c'est ce qu'on appelle concrètement la zone euro. Cette zone euro a différents avantages, notamment on a la possibilité, nous en tant que citoyens, de pouvoir nous déplacer plus facilement dans ces pays et ne pas avoir les contraintes de change ou on n'a pas les contraintes d'avoir à échanger notre monnaie pour pouvoir aller faire des achats dans ces pays-là. Cette zone euro, ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que c'est un club. On peut entrer dedans. Tous les États membres de l'Union ont vocation à terme à rentrer dans la zone euro et à avoir l'euro comme monnaie, mais il y a des conditions à respecter. Notamment plusieurs critères qui sont assez connus. Par exemple, ce qu'on appelle les critères de Maastricht, avec ce qu'on appelle les 3% de déficit, les 60% de dette publique, une inflation inférieure à 2%, ainsi qu'avoir une stabilité des prix et notamment pour les États qui n'ont pas encore l'euro et qui souhaitent entrer dans la zone euro, avoir des taux de change qui sont assez fixes. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle en fait les critères de convergence qui ont pour vocation à faire en sorte que tous les États aillent dans le même sens. Et il y a en fait différentes institutions et différents mécanismes qui sont là afin d'aider à gérer, réguler l'Union européenne. Notamment, par exemple, d'un point de vue politique, on a ce qu'on appelle l'Eurogroupe, donc qui est la réunion des ministres de l'économie des États membres ayant l'euro qui vont donc avoir principalement la charge de piloter politiquement la zone euro. Et cet Eurogroupe va pouvoir s'appuyer notamment sur ce qu'on appelle la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, ainsi que l'Eurosystème et le Système Européen des Banques Centrales, qui sont donc en fait différentes formes de réunion des différentes banques centrales, notamment en fait quand elles vont agir sur, par exemple, les taux directeurs, savoir si on prête ou pas plus facilement du crédit auprès de différents États. Zone Europe, l'invité politique. Bonjour à tous, avec nous aujourd'hui Marc Botenga. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député européen belge, membre de la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie au Parlement européen et vous faites partie du groupe de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Alors on va évoquer avec vous la question des vaccins. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que le vaccin était la manière la plus sûre de mettre fin à la crise sanitaire. La santé n'est pourtant qu'une compétence d'appui de l'Union européenne. Alors pour faire simple, elle relève normalement des États et n'est en principe pas partagée avec l'UE. Pourtant, c'est bien l'Union européenne qui a été chargée de passer les commandes aux grandes industries pharmaceutiques concernant la question des vaccins. Alors pourquoi les pays de l'Union européenne lui ont délégué cette mission ? Je pense qu'il y a un sens là-dedans, c'est-à-dire quand on doit négocier avec des grandes multinationales pharmaceutiques sur le prix, les quantités, etc., il vaut mieux faire ça ensemble parce que du coup, on peut peser plus lourdement face à eux, chaque pays. Donc il est clair que la Belgique, par exemple, qui est un petit pays, aurait moins de poids normalement que toute l'Europe unifiée. Donc ça a été un peu la philosophie là-dedans, je pense. Et je pense que c'est important d'avoir fait ça ensemble.
Alors, la recherche pour les vaccins, l'Europe y a contribué aussi. La commission dans laquelle vous siégez s'occupe entre autres de ce domaine, la recherche. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe a été utile ? Oui, de ce point de vue-là, je veux dire, le budget recherche de l'Europe est important. Il y a aussi des budgets recherche au niveau national. Donc certains de ces vaccins ont été soutenus par des États nationaux. Donc les entreprises ont reçu des fonds nationaux. Certaines autres ont reçu des fonds européens. Ça, c'est important. Après, c'est des fonds publics. Et on doit se demander, quand on utilise des fonds publics, qu'est-ce que nous savons vraiment et quelle garantie est-ce que nous avons après ? Parce que si c'est juste pour inonder les entreprises privées de fonds publics sans poser de conditions, sans avoir de garanties après par rapport à la disponibilité, par rapport au prix, on a un problème. Alors justement, l'Union européenne a ainsi conclu 6 contrats à ce jour avec des développeurs de vaccins. Il y a le groupe suédo-britannique AstraZeneca, l'américain Johnson & Johnson, aussi le duo franco-britannique Sanofi-GSK, l'allemand CureVac et l'américano-germanique Pfizer-BioNTech, lors des grands groupes pharmaceutiques, mais qui sont finalement peu connus des Européens. Que savez-vous, vous, de ces groupes ? Comment est-ce qu'on les a choisis ? Pourquoi on a commandé à 6 groupes et pas 1 ou 2 ? Et est-ce qu'on peut avoir confiance en eux ? C'est beaucoup de questions que nous avons par rapport à ces contrats parce que ces contrats sont complètement opaques. Donc en fait, il n'y a personne qui voit ces contrats. Donc même les députés n'y ont pas accès, le public encore moins. Et ça, je trouve inacceptable. Parce que quand on utilise des fonds publics pour quelque chose qui nous concerne tous, la santé publique, on devrait le savoir. Donc on devrait savoir, par exemple, nous finançons, certains de ces vaccins sont quasi financés à 100% par de l'argent public. Alors est-ce qu'après la propriété, elle est à nous ou elle reste chez l'entreprise? Ce n'est pas une question innocente, parce que si la propriété du vaccin reste chez l'entreprise, alors c'est l'entreprise qui fixe les quantités, c'est l'entreprise qui fixe les prix. Donc nous avons demandé ici au Parlement européen d'avoir le droit de voir ces contrats, les clauses, etc. Parce que nous sommes très inquiets des responsabilités financières. Vous savez, ça peut devenir un hold-up sur la sécurité sociale des pays. Et quelle a été la réponse La réponse a été plutôt non. La Commission européenne a refusé toute transparence. C'est assez choquant d'ailleurs. Elle nous a promis d'organiser une session où certains députés sélectionnés pourraient regarder des informations sur les contrats. Ça reste flou. Ça reste très flou et des informations sur le contrat, ça veut dire une petite synthèse que la Commission européenne a écrite elle-même. Donc ça ne signifie rien du tout, c'est absolument pas assez et c'est absolument pas démocratique non plus. Alors sur les contrats, on sait quand même certaines choses. Apparemment, ça représenterait un total de 2,15 milliards d'euros donc pour ces vaccins, pour les prix de vaccins. D'où provient cet argent ? Alors, les 2,15 milliards, en fait, c'est le chiffre que communique la Commission européenne. Il faut savoir que les engagements à l'intérieur de ces contrats vont beaucoup plus loin. On a eu des fuites qui nous ont montré que pour 2 vaccins, par exemple Pfizer et CureVac, l'Union européenne, les États européens pourraient payer plus de 10 milliards au total. Donc on est sur des chiffres beaucoup plus conséquents que ça. L'argent sur lequel communique l'Union européenne provient en partie d'un instrument spécifique européen, un instrument d'urgence, disons, et pour d'autres, dans ces contrats, il y a la possibilité pour les États membres d'acquérir ces vaccins. Donc ce seront les États membres ensuite à payer pour les doses de vaccins qu'ils pourront ou qu'ils voudront acheter. Sur les doses justement, on parle de 3,1 doses par Européen. C'est trop, c'est pas assez selon vous ? C'est difficile à dire aujourd'hui. Probablement qu'on devra en acheter plus, mais il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ces vaccins aujourd'hui. Par exemple, un facteur fondamental, c'est la durée de l'immunité. Est-ce qu'on a besoin d'un rappel tous les 6 mois ? Est-ce que nous avons besoin d'un rappel tous les ans ? Est-ce qu'au contraire, il y a une immunité plus longue ? Et ça, évidemment, ça dépend de ça. Ce que moi, je remarque, c'est que l'Union européenne a raflé quand même beaucoup de vaccins et qu'il y a d'autres pays qui n'auront pas accès aux vaccins avant 2023. Ça fait beaucoup de victimes non nécessaires parce qu'on pourrait produire le vaccin à beaucoup plus grande échelle. L'Union européenne le refuse et je trouve ça inacceptable. En cas de problème d'effets secondaires, qui sera responsable ? Alors, il y a une responsabilité, disons, civile qui reste chez l'entreprise, formellement, légalement. Mais ce que nous avons pu découvrir, et la Commission européenne l'a confirmé, c'est qu'en cas de vices cachés, donc c'est des défauts que nous ne pouvons pas prévoir actuellement, alors là, les États se sont engagés, la Commission européenne s'est engagée de transférer ce risque financier vers les États membres. Ça veut dire que l'entreprise, formellement, légalement, reste responsable, mais quand il y a effectivement des dédommagements à payer, ce sera aux budgets nationaux de les porter. Donc les États pourront payer 3 fois le vaccin, la recherche, au moins 3 fois. Le coût de la commande et aussi si jamais il y a des effets secondaires. Et c'est là la question fondamentale. Si on paye 3-4 fois pour ce vaccin, pourquoi est-ce que la propriété intellectuelle doit être privée ?
C'est quand même la question fondamentale. Je veux dire, on développe quelque chose, on fait la recherche, on paye pour, et puis on l'achète aussi, mais à la fin, la propriété reste chez l'entreprise privée. Ça n'a aucun sens. Alors c'est l'Agence européenne du médicament qui doit donner le feu vert pour valider la campagne de vaccination dans les 27 pays. Alors cette agence a pour mission d'évaluer, de coordonner, de superviser le développement des nouveaux médicaments dans l'Union européenne. C'est donc cette agence qui est chargée de garantir la qualité des vaccins. Mais est-ce qu'on sait si cette agence est indépendante des grands groupes pharmaceutiques? L'agence européenne a quand même une bonne réputation. Je pense qu'il y a des scientifiques, des chercheurs sérieux qui travaillent là-dessus. On a ça aux États-Unis, on a eu quelques questions, des pressions, etc. Évidemment, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup comment dire, oui, il suffit d'allumer la radio pour se rendre compte des pressions qu'il y a. Et donc c'est normal, mais c'est quand même des gens sérieux qui travaillent là-dedans. Et donc j'espère que ça se passera effectivement bien. C'est important pour la sécurité parce que beaucoup de gens se posent des questions aujourd'hui par rapport au vaccin et donc il est important que ce contrôle se fasse et qu'il soit complètement transparent. Alors beaucoup de gens se posent des questions, vous l'avez dit, la fabrication des vaccins a lieu en Europe. Est-ce que c'est une volonté pour rassurer? En France notamment, 3 lieux pour la fabrication des vaccins ont été retenus, en Eure-et-Loire, en Indre-et-Loire et près de Lyon. C'est une volonté de rassurer la population? Je ne sais pas si le lieu de production rassure la population. Ce qui rassure la population, c'est d'être clair et transparent sur ce vaccin et de répondre aux inquiétudes. Je trouve que quand tout se fait de manière opaque, par exemple par rapport à ces contrats, c'est normal que les gens aient des questions. Quand il y a un vaccin qui est développé très rapidement par rapport à un vaccin normal, qui prend beaucoup plus de temps à développer, c'est normal que les gens soient un peu méfiants. Et donc ça, il faut l'expliquer, il faut répondre à ces interrogations. Donc je pense qu'il y a une petite partie qui est vraiment anti-vaccin des gens, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions, qui ont une méfiance, des doutes, et il faut pouvoir répondre. Sur la répartition, maintenant, les 27 se sont mis d'accord pour une répartition équitable dans toute l'Union européenne, en fonction de la population de chaque pays. C'était selon vous indispensable? Oui, je pense que sinon, il y aurait ce qu'on voit en fait au niveau mondial, où quelques pays riches raflent toute la production de vaccins, ou quasi, et où le reste du monde en fait reste dépourvu de vaccins, on aurait pu voir la même chose à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, où quelques pays avec une capacité financière plus forte auraient raflé tous les vaccins. Et donc ici, ça va permettre probablement, je l'espère, d'avoir un peu une répartition équitable en Union européenne. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on va laisser mourir des gens à l'extérieur des frontières. Et sur cette question, est-ce que l'Union européenne peut agir pour une équité des vaccins à l'échelle mondiale? Bien sûr, il y a des mécanismes de l'Organisation mondiale de la santé. La Commission européenne a elle-même promis de faire de ce vaccin un bien public, un bien commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enlèverait les brevets, les droits de propriété intellectuelle et qu'on permettrait à des pays comme l'Afrique du Sud ou l'Inde de produire le vaccin. Ça augmenterait la quantité disponible du vaccin et du coup, les gens partout dans le monde auraient accès au vaccin. Et ça serait très important, mais la Commission européenne aujourd'hui ne fait pas le choix de garantir un vaccin pour tout le monde, partout dans le monde. Elle dit non, on permet à des multinationales occidentales, européennes ou américaines de garder le monopole dessus, même si ces entreprises n'ont pas la capacité de production pour produire pour tout le monde. Alors, est-ce que vous êtes favorable dans les prochains mois à l'obligation d'être vacciné pour pouvoir voyager? On le sait, ça reviendrait un petit peu à une vaccination indirectement obligatoire. Non, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui on doit être dans le dialogue d'abord. Je veux dire, quand on voit les chiffres, la méfiance des gens, etc., il faut d'abord expliquer. Vous savez, la santé publique se base sur l'explication, sur la confiance, sur la transparence. Je trouve qu'il faut commencer par ça. Si on va commencer avec, oui, tout le monde doit se vacciner, une obligation, et on fait l'impasse sur l'explication, sur la transparence, sur le lien de confiance qu'on peut avoir avec son médecin, ça c'est la base de la santé publique. Ce n'est pas avec, soit vous vous faites vacciner, soit on vous confine, ça, il ne faut pas aller là-dessus. Alors avant de se quitter, Marc Botenga, on va passer au Money Time. C'est une série de questions-réponses rapides. Alors première question, de quoi l'Europe est-elle synonyme pour vous? Concurrence, malheureusement. Quelle est votre destination préférée en Europe? Au-delà de mon pays, j'aime bien aller en Italie. Quelle femme ou homme politique a le plus œuvré, selon vous, pour la construction européenne? S'il fallait en retenir en bien ou en mal, le plus, j'en sais rien. Je pense que les gens comme Mitterrand et Kohl ont joué un grand rôle, mais je ne partage pas forcément leur vision. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Les gens, les syndicalistes, les travailleurs qui m'interpellent et qui demandent une Europe fondamentalement autre. Et enfin, à quoi ressemblerait justement l'Europe dont vous rêvez? Ce serait une Europe où ce n'est pas la concurrence et le profit qui soient au centre de cette Europe, mais bien les droits,
des travailleurs, des citoyens, et donc la solidarité plutôt que la concurrence. Merci beaucoup Marc Botenga d'avoir été avec nous. Merci Je avec rappelle que vous êtes député européen belge, membre de la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie au Parlement européen, et vous faites aussi partie du groupe de la gauche unitaire européenne. Merci beaucoup. Merci à vous. Que fait l'Europe dans notre quotidien? La fin des frais d'itinérance. Olivia Schmoll nous en dit plus. Zone Europe. Quand vous êtes de passage en Belgique, sur la plage à Barcelone ou au bord d'une piscine à Mykonos, téléphoner, envoyer un SMS ou un MMS coûte le même prix que si vous étiez en France. En effet, les frais d'itinérance, aussi appelés frais de roaming, ne sont plus appliqués depuis le 15 juin 2017, une décision prise après une longue bataille, 10 ans de négociations entre Bruxelles et les opérateurs téléphoniques. Résultat, chaque appel, SMS, MMS ou consultation d'un site internet depuis votre téléphone est décompté de votre forfait français. En revanche, si pendant une période de 4 mois vous passez plus de temps et consommez la majeure partie de votre forfait à l'étranger, votre opérateur pourra vous facturer des frais supplémentaires. Enfin, si les frais d'itinérance ont disparu dans les pays membres de l'Union européenne, ce n'est pas le cas ailleurs. Donc, si vous voyagez en dehors de l'Europe, pensez à désactiver vos données mobiles. Les expressions populaires, jamais. Les Français disent quand les poules auront des dents, les Tchèques disent quand le coq pondra des œufs. Que dit-on ailleurs? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. Les Roumains disent quand le cochon volera. En Italie, on dit quando gli asini voleranno. Cela signifie quand les ânes voleront. Aux Pays-Bas, on dit quand les veaux danseront sur la glace. En Espagne, on dit cuando las ranas crían pelo, quand les grenouilles auront des poils. Zone Europe, c'est terminé. Encore une fois, bonne fête à vous et merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre application et notre site internet Radio Sensation. Bonne soirée à vous. Zone Europe sur Sensation.